Bienvenue sur Héros Vagabond, le podcast des imaginaires du changement. Je m'appelle Christelle Gentot, je suis artiste nomade et j'ai passé près d'un tiers de mon existence sur les routes. Aujourd'hui, je suis avec Thierry Chane Le Brulet, un photographe nomade qui a réalisé l'installation électrique et solaire dans son camion roulotte. La semaine dernière, nous vous avons expliqué les bases d'une installation solaire et la manière de connaître vos besoins en énergie électrique. Dans cet épisode, nous allons vous parler des batteries qui servent à stocker l'énergie produite par les panneaux solaires. Alors, quels sont les différents types de batteries ? Alors, on va commencer par les batteries acides, ce qu'on appelle aussi avant les batteries de voiture ou batterie de démarrage de poids lourd. Donc c'est du plomb. Voilà, ce sont des lames de plomb dans lesquelles il y a de l'acide. L'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles fonctionnent à n'importe quelle température. Même quand il fait moins 10, moins 15, ça démarre. Alors moi j'avais commencé avec 4 grosses batteries, donc comme ça acide plomb, batterie de poids lourd, batterie de démarrage, des très très grosses. Elles étaient dans le sas, donc elles étaient séparées de ma partie habitable. Et elles avaient à peu près 7 ans quand elles ont commencé à bouillir. Parce que elles étaient en fin de vie. Alors quand l'acide se met à bouillir, ça va dégager un gaz, et ce gaz est très facile à repérer, c'est une odeur d'œuf pourri. Pour les anciens, si vous vous rappelez à l'école, on avait des boules puantes. Donc voilà, cette odeur d'œuf pourri, c'est ça. Alors, cette odeur, elle est typique. C'est un gaz qui est dégagé par l'acide sulfurique de la batterie. On va rentrer dans une partie technique. Donc, cette nuisance olfactive est un composé chimique constitué de soufre et d'hydrogène. Ce qu'on appelle donc ce gaz, c'est l'hydrogène sulfuré ou le sulfure d'hydrogène. Pour les chimistes, c'est le H2S. Il faut savoir que ce gaz est inflammable. Donc, si on en dégage de trop quand on rentre, ça peut exploser. Il est incolore et surtout, il est très toxique. Moi, quand il a fallu que je me penche sur les batteries pour les débrancher, pour arrêter cette ébullition, j'en ai respiré et j'ai toussé pendant un bon moment. Donc, ce type de batterie est totalement déconseillé dans la partie habitable à cause de ça. Imaginez, vous vous endormez le soir, 1 heure après votre endormissement, les batteries se mettent à bouillir, c'est clairement mortel. Voilà. Donc, elles ont un avantage, c'est que ce sont les batteries les moins chères. De tous les types de batteries dont je vais parler, ce sont vraiment les moins chères. Par contre, pour un véhicule nomade, je le déconseille totalement. Moi, je suis sur un poids lourd, donc d'une grande taille, j'ai la chance d'avoir un sas à l'arrière séparé. Très peu de véhicules ont cette capacité. Donc, véhicules aménagés, les batteries acides, c'est niet. Par contre, ça peut être une bonne solution, par exemple, dans un chalet autonome où il y aurait une partie, par exemple, une petite abri dans lequel il y aurait les batteries, justement, de stockage. Totalement. Dans ces cas-là, ça peut bien fonctionner parce que soit on les met dans un abri à l'extérieur, soit on les met dans une pièce qui est réellement fermée de la partie vie, et en plus on peut mettre des grilles d'extraction d'air, etc. Et effectivement, le simple fait de rentrer dans la pièce, odeur d'œuf pourri, on sait tout de suite. Alors, dans ces cas-là, on peut prévoir une fenêtre, quelque chose comme ça, parce que là, il faut vraiment ventiler. Et puis, pour les collectionneurs de la Seconde Guerre, on remet un petit masque à gaz, et puis on intervient. Non, un simple filtre, un simple masque avec des filtres, comme on met dans les cabines de peinture, etc. Le temps du débranchement, c'est suffisant. On débranche. On sort de la pièce, on attend un quart d'heure, ça va arrêter de bouillir assez vite, on ventile bien la pièce et là on peut intervenir pour les changer. Alors il y en a beaucoup qui diront que ces batteries ne sont pas du tout conçues pour le solaire parce que ça ne tient pas, etc. Sur les voitures, on conseille les batteries de les changer au bout de 5 ans, juste avec un usage de démarrage moteur et de fonctionnement du véhicule. Moi, en usage solaire, elles ont tenu 7 ans avant que la première se mette à bouillir. Donc, dire que c'est pas conçu, si on veut vraiment faire le calcul sur un usage de 20 ans ou même de 15 ans entre le prix du solaire, le prix de l'acide plomb, même si sur 15 ans on change 3 fois les batteries, ce sera quand même moins cher que le lithium. Après, ça a d'autres inconvénients, on va en parler par la suite. Elles ont un inconvénient, ces batteries acide plomb, c'est qu'elles sont lourdes, elles sont voire très lourdes. Les très grosses, comme moi j'avais, les tailles poids lourds, une batterie faisait 50 kg. Les plus grosses faisaient même 60 kg. Et leur inconvénient, il ne faut pas les décharger à moins de 75%.
Alors après, on a les batteries plomb-gel. Donc celles-là sont sans entretien, parce que c'est plus du liquide dedans, c'est du gel. Elles se mettront pas à bouillir. C'est les batteries les plus courantes qu'on trouve maintenant, et c'est ce qui est conseillé si vous n'avez pas trop de budget. Elles peuvent fonctionner comme les acides plomb, elles peuvent fonctionner de moins 20 à 50 degrés. Elles sont elles aussi lourdes. Il faut compter 50 à 60 kg les très grosses. On parle toujours en batterie poids lourd. Et elles ont aussi l'inconvénient qu'il n'est pas conseillé de les décharger à moins de 70%. Donc, à part la technologie entre l'acide liquide et là, c'est du gel, c'est le même poids, c'est la même capacité de décharge à ne pas faire, c'est le même fonctionnement et c'est des batteries qui sont pas très onéreuses. En fait, la principale différence, c'est que celles-là, elles n'ont pas d'entretien. Il n'y a pas besoin de rajouter de l'acide dedans. Il n'y a pas les petits bouchons sur le dessus. Après, il faut quand même se méfier par rapport aux émanations d'hydrogène sulfuré parce qu'il peut y en avoir. Notamment quand elles arrivent en fin de vie, il peut y en avoir. Donc, il faut quand même être méfiant. Oui, alors pour l'installation de ces batteries dans un véhicule, moi ce que je conseille, c'est de faire autour des batteries un coffrage avec des joints, c'est-à-dire des planches et des joints. Donc un petit coffrage au sol, un couvercle sur charnière avec un joint tout autour. Quand on appuie et qu'on ferme, ça écrase bien, et 2 belles grilles de ventilation qui donnent sur l'extérieur. S'il y a un dégagement d'acide, les gaz auront plus de facilité à s'échapper vers l'extérieur qu'à essayer de forcer le joint. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans la plupart des véhicules. Quand on a un coffre à batterie, c'est comme les bouteilles de gaz, il faut une étanchéité vers l'intérieur et une facilité des sorties de gaz vers l'extérieur. Alors, après, on a les batteries AGM. Là aussi, c'est du gel. C'est la même chose que plomb acide, mais c'est vraiment pour du démarrage moteur. Donc là, moi, je ne les conseille pas. Après, on passe dans une gamme bien supérieure. Les batteries OPZS, OPZV. Ce sont des batteries gel solaires. Alors celles-là, on peut les décharger jusqu'à 80%. Elles ont une forme particulière, c'est qu'elles sont en forme carrée, en forme de colonne. Chaque colonne fait 2 volts. Donc, pour obtenir en 200 ampères-heure une 12 volts, il faut 6 unités. Savoir qu'une 2 volts en 200 ampères-heure, c'est environ 250 euros. Et chaque colonne pèse 20 kg. Oui, c'est des morceaux. Donc, comme il faut en coupler 6 en série pour atteindre les 12 volts en 200 ampères-heure, ça fait 6 fois 250 euros, soit 1500 euros. Pour un total de 120 kg. Donc clairement, c'est juste pas adapté aux véhicules mobiles. Par contre, pour une caravane ou un mobil-home qui reste à demeure sur un terrain, pour une cabane, un chalet, un petit habitat une toute petite maison ou une maison normale qui n'est pas du tout reliée au réseau, ça pour du solaire, c'est vraiment adapté. L'avantage. Et c'est du plomb aussi ? Alors, c'est une technologie de plomb et gel, comme les batteries de voiture, mais celles-là, elles sont vraiment adaptées en couches. Elles ne sont pas du tout conçues pour fournir un fort courant d'appel, comme le démarrage d'une voiture. Elles sont vraiment conçues pour le solaire. Celles-là, elles sont beaucoup mieux conçues. L'avantage, c'est que s'il y en a une qui vient à rendre l'âme, on n'en démonte qu'une seule sur les 6. C'est pour moi le seul avantage que je vois. Et ensuite, on a le lithium. À ne pas confondre avec les premières batteries de téléphone qui étaient des lithium-ion. Là, on va parler du lithium fer phosphate, aussi appelé LiFePO, L-I-F-E-P-O. Alors, celles-là, elles permettent des décharges profondes, alors, techniquement jusqu'à 100%. C'est-à-dire qu'on ne les fusille pas en faisant ça. Ça reste conseillé de ne pas les décharger sous les 50% pour vraiment avoir la plus longue durée de vie possible. Vous pouvez utiliser l'énergie de la batterie de moins 20 degrés à plus 60 degrés, mais il faut savoir que ces batteries ont de l'électronique embarquée. À plus de 45 degrés, elles arrêtent de charger pour protéger la batterie. Et en dessous de 0 degré, pareil, elles ne permettront pas la recharge parce que le froid a tendance à geler, à figer les composants. Donc en dessous de 0, elles ne chargent pas. Au-dessus de 45, elles ne chargent pas. On peut prendre l'énergie de moins 20 à plus 60. Donc pour ces histoires de température, c'est pour ça que moi, du coup, j'ai migré mon système dans la partie habitable. Parce que même en cas d'hiver très froid, je ne suis jamais descendu sous les 7 degrés au réveil. Elle ne dégage aucun gaz. C'est une technologie qui ne s'enflamme pas, contrairement au lithium-ion. Et pour moi, ce qui est très important,
pour tous les véhicules mobiles aussi, c'est que moi, elles ne font que 23 kg pour une 12 ampères de 200 ampères-heure. Je reste dans les tailles énormes, dans les tailles batterie poids lourd. Il en existe des plus légères. 12 volts, hein, tu voulais dire. On reste toujours en 12 volts. Tu as dit 12 ampères. Non, pardon, 12 volts en 200 ampères-heure. Il en existe des plus légères, donc on va dire taille batterie de voiture ou batterie de fourgon. Elles font 100 ampères, 100 ampères-heure. Elles sont plus petites, elles ne font que 12 kg. Donc au niveau du poids, c'est pas négligeable. Alors maintenant, on va parler prix, parce que tout ça, ça a un coût. Les batteries gel ou les batteries gel plomb carbone. Une batterie en 100 ampères-heure, je prends du 100 ampères-heure, donc taille voiture, c'est adapté pour un véhicule aménagé, c'est 360 € la batterie. Une OPZ, alors j'ai pas trouvé en dessous de 200 ampères-heure, c'est juste très cher. Comme je l'ai dit, c'est 250 € l'unité, il en faut 6. Les batteries lithium, comme j'ai, mais plus petites en 100 ampères, donc celle que je disais qui faisait 12 kg, c'est 700 € la batterie. Alors, le lithium est 2 fois plus cher que le gel. Par contre, elles sont nettement plus adaptées au solaire. Sachant que le gel, on peut la décharger quasiment 2 fois moins qu'une lithium. Du coup, il en faut 2, presque 3. Donc, on est à plus de 1000 € en équivalent gel ou gel plomb carbone, alors qu'on est à 700 sur le lithium. Pour moi, le lithium reste le plus intéressant. Et puis, la lithium, elle a une durée de vie qui est plus du double de la plomb gel. Ou de la plomb tout court. Oui, alors pour les durées de vie, je m'étais fait un petit tableau. Parce que oui, j'ai quand même fait beaucoup de recherches pour tout ça. Alors, on va rester sur des décharges à 50%. Comme on a dit, même si on peut décharger les lithiums à 100%, c'est pas conseillé. Donc on va rester sur 50%, c'est ce que donnent les tableaux. Une AGM, gel, classique, en la déchargeant toujours qu'à moitié, on va faire 600 cycles. Un cycle, c'est, on est plein, on la décharge, arrivé à 50%, on la recharge. Voilà, un cycle, c'est une recharge. Donc l'AGM à 50%, c'est 600 cycles. On lui donne une durée de vie de 4 ans. L'AGM, gel, mais plomb carbone, c'est 1000 cycles pour 4 ans aussi. Les batteries gel, pas en technologie AGM, mais gel, c'est un petit peu plus évolué, 750 cycles pour une durée de 5 ans. Le gel plomb carbone, 1750 cycles pour une durée de 7 ans. Là, on reste dans des tarifs raisonnables. Ensuite, la OPZV, OPZS, ces fameuses colonnes, c'est 3000 cycles à 50% pour une durée de 13 ans. Et enfin, ce que moi j'utilise et ce que je conseille, c'est le lithium, 5000 cycles de recharge à 50% pour une durée de 15 ans. Si les batteries restent chargées constamment au panneau, en fait, elles sont en charge permanente. Alors, je ne connais pas le nombre de cycles, charge, décharge, parce qu'en fait, moi, même là, en hiver, mes batteries restent à 100%. Donc, moi, je pense que c'est 15 ans minimum sur mon circuit. Donc, tu nous as parlé du prix, des cycles de charge et de décharge, donc de la durée de vie. Et qu'est-ce qu'il en est au niveau du poids ? Tu en avais un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux nous récapituler tout ça ? Notamment avec l'exemple qu'on avait calculé dans le précédent épisode, où dans l'exemple, il fallait à peu près 110 ampères-heure de stockage. Oui, alors donc on va partir sur des batteries uniquement de 110 ampères-heure, en lithium, en gel, en plomb acide. En lithium, donc, on ne peut prendre, pour être raisonnable, que 50% de sa capacité. Donc si on prend des batteries de 110 ampères-heure, il nous en faut 2 pour bénéficier dans la journée de 110 ampères-heure. Donc, il faut 2 batteries, 12 kg, ça fait 24 kg. La batterie gel fait 33 kg. On ne prend qu'un tiers de sa capacité, donc il en faut 3. Donc on est à 99 kg. La plomb acide fait 23 kg. On prend que 25% de sa capacité, donc il nous en faut 4. 92 kg. Donc batterie gel, batterie plomb acide, on est à 92 kg, 99 kg, c'est à peu près pareil. Face à la lithium, c'est 24 kg. On est quasiment au quart du poids. Au niveau de tarif, la lithium à 110 ampères-heure, elle est à 700 € dans la marque que moi j'ai pris. Donc 700 €, il en faut 2, c'est 1400 € de budget. La plomb acide, elle est à peu près à 90 € dans le marché. Donc il en faut 4, c'est 360 €. Et la gel, il en faut 3
à 724 €, on est à plus de 2100 € pour la batterie gel. Sachant que la batterie gel, il faut aussi l'isoler parce qu'elle peut produire du gaz, comme la batterie plomb acide. Donc, la plomb acide, pour 4, c'est 360 € pour 92 kg. Là, le poids est juste effrayant. La batterie gel, c'est plus de 2100 € pour aussi 4 batteries, pour 3 batteries, ce qui fait 99 kg. Là, on est supérieur au poids d'une personne. C'est juste énorme. Et enfin, on a le lithium qui, lui, pour 2 batteries, on est à 1400 € pour seulement 24 kg dans le véhicule. Donc, oui, c'est un achat plus important au moment de l'installation, parce qu'entre 360 € de batterie et 1400 €, c'est pas le même coût. C'est juste qu'au niveau du calcul du poids dans le véhicule, ça fait toute la différence. Alors maintenant, on va parler du recyclage des batteries, parce qu'une fois qu'elles arrivent en fin de vie, il faut les recycler. Toutes les batteries dont on a parlé contiennent des produits toxiques et dangereux. Elles doivent donc être confiées à des entreprises professionnelles. Il ne s'agit pas d'aller les découper soi-même, déjà parce que ce serait extrêmement dangereux et extrêmement polluant. Concernant la batterie plomb acide, qu'on appelle aussi sulfure plomb. Le recyclage est éprouvé et efficace. Alors, plomb acide, ça comprend aussi celles qui vont utiliser les technologies AGM, gel, etc. L'acide qui est dedans va être neutralisé et ensuite les batteries sont broyées pour séparer le plomb d'un côté et le polypropylène et les polymères de l'autre. On peut récupérer jusqu'à 98% du plomb pour faire, par exemple, des nouvelles batteries. Donc c'est très intéressant. Le souci, c'est qu'évidemment, comme à chaque fois qu'on parle de recyclage, on va perdre une partie des capacités du produit. Et bien là, la qualité du plomb va se dégrader au fur et à mesure des usages et des recyclages. Dans les batteries au plomb de moindre qualité, celles qui sont les moins chères, on peut trouver jusqu'à 50% de plomb de métaux recyclés de faible qualité, ce qui va forcément réduire la durée de vie de la batterie. Celles qui sont de bien meilleure qualité, évidemment, celles qui sont plus chères vont avoir des matériaux de bien meilleure qualité dedans. Le plomb, c'est aussi un dangereux polluant, donc les étapes du recyclage doivent vraiment être bien maîtrisées par les entreprises de recyclage. Les batteries contiennent une part importante de plomb extrait des mines pour pouvoir bien fonctionner. C'est du plomb qui n'a pas encore été recyclé. Évidemment, ça va alourdir le bilan carbone de la batterie, puisque quand on calcule l'énergie grise d'un produit, on prend l'énergie qu'il faut pour l'extraire et pour le recycler. Passons maintenant aux batteries lithium fer phosphate. Donc là, le lithium qu'on va trouver dedans est du lithium extrait dans des mines. Donc c'est principalement extrait dans des lacs salés d'Amérique du Sud, Chili, Argentine, Bolivie, au Tibet ou encore en Afghanistan. Le procédé requiert de grandes quantités d'eau, ce qui peut provoquer des pénuries d'eau au niveau des populations locales, ainsi que des pollutions des sols et des ressources hydriques. Toutes les mines sont polluantes, la mine propre, ce n'est qu'un mythe. On extrait là du coup du carbonate de lithium. Lui, il n'a qu'une faible valeur monétaire puisqu'il n'est pas encore transformé. On ne peut pas l'utiliser pour faire des batteries à ce moment-là. Ce matériau brut est vendu à bas prix aux pays et aux entreprises qui ont les moyens de le transformer en lithium pour faire des batteries. Parce que ça demande un gros investissement. Et évidemment, les pays dans lesquels le carbonate de lithium est extrait n'ont pas les moyens d'investir comme ça. Les batteries lithium fer phosphate ont des avantages par rapport aux batteries lithium-ion. Comme on a dit, en particulier, elles sont plus sûres en raison de leur structure qui n'est pas en couche. Le problème, c'est que cette structure particulière fait aussi que du coup, elles sont plus compliquées à recycler. Quand on les décharge à plus de 50% ou à force d'usage, il va y avoir une disparition des ions lithium, enfin, du moins une partie. Ce qui fait que du coup, quand on va les recycler, déjà, on en récupérera moins. Il y a une technique de recyclage qui a été expérimentée et qui permet de récupérer et de régénérer la totalité des composants qu'on va trouver dans la batterie lithium fer phosphate, y compris l'électrolyte qui est très difficile à recycler. Alors, ce procédé est assez économe en énergie, il évite les dispersions dans l'environnement. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, c'est très peu développé.
En tout cas, ça permettrait de bien meilleurs résultats que le recyclage des batteries lithium-ion dont on ne peut recycler réellement que 50%. En plus, c'est une opération qui est très délicate, qui est très coûteuse, puisqu'aujourd'hui, les batteries au lithium-ion ne sont pas standardisées. Pour conclure, le choix des batteries pour votre installation autonome s'effectue en fonction de vos besoins en électricité, de votre sobriété énergétique, des impératifs de poids que vous pouvez avoir, de votre budget, etc. Pour le moment, aucune technologie de batterie n'est réellement écologique, même si certains constructeurs utilisent des stratégies de marketing de type greenwashing pour vendre leurs produits. Les batteries sodium-ion apporteront peut-être une bonne solution. En effet, le sodium est abondant. Les batteries qui fonctionnent avec cette technologie, donc des ions sodium, elles se chargent plus vite, se déchargent à 90%, sont peu polluantes, seraient simples à recycler et supporteraient de 2000 à 3000 cycles de décharge, ce qui correspond à environ 10 ans d'utilisation. Bon, en attendant le déploiement d'une technologie plus propre et plus performante, il faut être lucide sur les limites des technologies actuelles quand on veut les choisir et les utiliser. Nous vous remercions pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le couvrir d'étoiles, à le partager autour de vous et à laisser un commentaire. Retrouvez-nous sur Instagram @ChristelleGentot et @ClaireObscur qui est notre compte professionnel artistique. Le 17 décembre, nous serons à Paris. Il y a un vernissage le soir à la Galerie Thuillier puisque nous exposons pendant plusieurs jours des œuvres dans cette galerie avec la galerie Anne Classe. Donc n'hésitez pas à passer nous voir lors du vernissage du 17 décembre si vous le souhaitez. La Galerie Thuillier est dans le 3e arrondissement. C'est ça. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à mercredi prochain pour une exploration dans le monde des panneaux solaires.